Le Sommet international de l'éducation du futur réunit une soixantaine de conférenciers du monde entier. Des pionniers et des innovateurs issus du monde de l'éducation, bien évidemment, mais également des êtres inspirants, issus des chemins de sagesse ou des chemins d'apprentissage et de créativité dans différents domaines. Les arts, les sciences, l'économie, le lien avec la nature, le sport, etc. Des expériences et des chemins de vie qui sont un formidable enrichissement pour le monde de l'éducation. Le professionnalisme des traductions, en simultané, et l'incroyable richesse de toutes ces conférences offrent un horizon de point de vue vaste et varié, très complet, qui en font au final une véritable formation professionnelle pour les enseignants, les éducateurs et tous les professionnels de l'éducation, mais également une formation à la parentalité consciente et une formation individuelle à la vie consciente. Face à toute cette richesse et aux divers retours, nous avons décidé d'offrir toutes ces conférences à tous, partout dans le monde, en français et en anglais, quelquefois en allemand et en espagnol. Découvrez la vision d'acteurs audacieux et influents du changement, vers un monde éthique, solidaire, généreux et profondément respectueux de tous, des cultures, des peuples, des règnes et de la planète. Un incroyable panel de conférences, couvrant toutes les dimensions de l'éducation, pour un futur ayant du sens, une humanité épanouie et une terre qui respire. Une chose est sûre, votre vie, et à travers vous, celle des enfants, ne sera plus la même après avoir écouté toutes ces conférences. Pour avancer, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre générosité solidaire. L'organisation du sommet et l'édition des conférences ont nécessité des milliers d'heures de travail et nécessitent encore beaucoup de temps et d'investissement. Nous faisons appel aux dons libres et spontanés pour compléter le financement du sommet et, si possible, continuer à l'enrichir de nouvelles conférences. Votre soutien est vraiment précieux et vital pour aller jusqu'au bout de cette aventure extraordinaire. Merci. Tout est prêt, nous sommes prêts. Tu es prêt, Michael? Oui, merci. Eh ben, je suis ravi de t'accueillir dans cet espace, Michael. Moi aussi, je suis très content d'être ici. C'est comment l'éducation est chère à mon cœur et vraiment c'est la façon de transformer les choses, de mettre notre énergie pour vraiment amener la conscience dans chaque être. Alors, j'ai rencontré Michael quand j'ai vécu au Québec pendant 2 ans. Donc, j'ai rencontré Michael, j'ai travaillé avec lui. J'avais rencontré Claire Durand aussi, où j'avais fait des formations. Et Benoît Paquette, que vous avez vu la semaine dernière. Oui. Et Michael, il est connu pour ses diffuseurs et ses huiles essentielles et tout son chemin et son travail de formation en aromathérapie. Mais Michael, ce que pas beaucoup de gens savent, enfin, en tout cas en France, c'est que tu as été professeur, tu as travaillé dans l'éducation, tu étais passionné aussi par ça, et puis finalement, tu as laissé tomber parce que c'est pour suivre ta voie, quoi, qui étaient les huiles, qui étaient la nature, les essences, etc. Et puis que la façon dont ça se passait aussi dans le monde de l'éducation, c'était pas ce qu'il y avait de plus épanouissant, si je puis dire. Et donc, je t'ai contacté. Alors, il y a des gens qui ont été un peu surpris au début, quand on se dit, mais qu'est-ce que fait un aromathérapeute dans un sommet de l'éducation? Mais c'est parce que ça fait partie de la philosophie du sommet, c'est d'inviter des gens qui ont toute une sagesse, qui ont développé toute une connaissance qui est peut-être une richesse pour le monde de l'éducation. Et je suis persuadé que, connaissant Michael, je sais très bien qu'il a plein de choses magnifiques à partager à travers son expérience d'aromathérapeute et de tout ce qu'il a fait dans sa vie pour le monde de l'éducation. Et c'est dans ce sens-là que je l'ai invité. Et je suis ravi de ta présence. Merci beaucoup, Abel.
Et c'est clair que on, on met les personnes aromathérapeutes, c'est des noms pour mettre dans une étiquette. Là. Mais pour moi, on est tous liés, tous interreliés. Puis en étant vraiment dans le domaine de l'aromathérapie, c'est pour moi, ça va chercher l'essence des fleurs, l'essence des plantes. On parle de l'essentiel, sur le sentier de l'essentiel. Et puis, comme a dit, tu vois, le petit prince, hein, l'essentiel est invisible pour les yeux, mais il est vraiment connecté avec notre cœur, avec notre être, notre esprit. Mais vraiment, c'est de retrouver dans tout ce qu'on fait, vraiment la façon de s'intégrer dans le monde et de transformer le monde avec notre lumière, notre conscience. Et c'est de ne pas rester dans une boîte, parce que de plus en plus, dans les écoles, on est dans des boîtes. Et j'ai eu la chance et puis l'honneur de partager une conférence à Paris avec vraiment des personnes qui œuvraient dans le domaine de l'éducation. Pierre Rabhi était là aussi. On était sur la même table ronde sur l'éducation et comment, à travers ce qu'on fait, à travers la culture, à travers la vie, les jardins, comment on peut transformer notre vision du monde et de regarder les fleurs pousser, puis d'amener les enfants aussi, les jeunes, à regarder la nature, puis respecter tout ce qui est là autour de nous, respecter les arbres. Quand on transforme un arbre en une maison, on la détruit pas, l'arbre. L'arbre est content de faire partie de cette structure. Mais si je le détruis pour rien, pour juste couper puis planter des séries d'arbres qu'on va ensuite utiliser dans l'industrie, il n'y a pas de respect. Il faut que ce soit de façon respectueuse et puis de le faire consciemment, de mettre la conscience dans chaque chose. Quand je fais mes essences, que je fais une synergie, je pense à mettre de la conscience aussi dans cette essence-là pour que quand la personne va l'utiliser, va prendre la bouteille, va sentir l'essence, elle va quand même pas seulement avoir l'odeur, mais l'esprit qui est avec. Et cette énergie-là, Emoto l'a montré comment notre énergie peut transformer les choses. Notre pensée, nos actes transforment les choses autour de nous. Et aujourd'hui, on a vraiment besoin de cette transformation-là parce qu'on s'éloigne de l'esprit. On s'éloigne, on est plus dans le matériel. Nous sommes faits d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Il y a les trois. On mélange les deux ensemble, l'âme et l'esprit, on fait un. Non, l'esprit, c'est ce qui me permet de voir les plantes ont des âmes, parce que quand on tue l'arbre, bon, son âme n'est plus là, si tu veux, c'est anima, c'est ce qui est vivant, c'est ce qui anime. Mais l'esprit, c'est ce qui voit l'âme et voit le corps et qui me permet d'être conscient. Je suis conscient que je suis. Et ça me permet avec ma volonté de transformer, de choisir. Je choisis d'aimer. Je choisis, même si quelque chose me dérange, je choisis de la transformer. Je suis capable de me transformer et de transformer l'environnement autour de moi par ma volonté. Et ça, c'est très important. J'ai une volonté. Et on l'a tous, mais souvent on oublie. On oublie ça. On oublie notre
esprit. L'esprit, c'est l'être. Et l'être, c'est l'universel. C'est le divin en nous. Et je trouve ça vraiment important de se rendre compte, puis que dans l'éducation, parce que j'ai travaillé avec un maître qui a fondé l'université en Égypte, et puis Taha Hussein, qu'on trouve vraiment ses écrits. Il a écrit des livres qui ont été traduits dans des trentaines de langues. Et puis, il a été ministre de l'Éducation et j'étais son secrétaire personnel. J'ai voyagé avec lui à la fin de sa vie et cet homme-là, Taha Hussein, était vraiment très important dans le choix de l'éducation. Il disait que l'éducation doit être libre et gratuite, comme l'air et l'eau. Et on disait comment ça se fait, on ne peut pas faire ça, l'éducation ne peut pas être gratuite et libre. Il a dit non, l'éducation, c'est important qu'elle soit libre et gratuite, puis dans chaque geste, on éduque aussi. Tout ce qu'on fait, il faut le faire dans la façon consciente et non pas d'une façon automatique. Et c'est ça, notre capacité d'être humain. Nous sommes des êtres humains. L'être, c'est le côté spirituel, ce qui est. Et l'humain, c'est le humus, c'est la terre, c'est le côté qui est horizontal. L'être, c'est la verticalité. Et quand on est au centre de ça, on est au point de rencontre. Et notre évolution se fait comme ça avec la rencontre de l'être et de l'humain. Et c'est ça le symbole de la croix. Mais on ne reconnaît pas ça ici aux États-Unis d'Amérique, mais aussi au Canada. Il y a le symbole de la roue. La roue de médecine, c'est une croix aussi dans un cercle. Donc, on s'oriente avec cette cercle de médecine, mais c'est la médecine, ça veut dire la guérison. Medicine wheel, c'est le comment se sentir, comment être en lien avec notre être et de s'incarner. L'incarnation. Quand on parle de l'archange Michael qui terrasse le dragon, justement, c'est un être qui a des ailes, donc c'est comme un aigle, et en même temps, il a le côté reptile, donc sur la terre. Et un dragon, c'est le symbole de l'être humain. Et terrasser, ça veut dire l'amener sur la terre, parce que le dragon a tendance à voler, à être ailleurs. Non, reviens, vis l'expérience sur la terre. Et comme ça, tu peux apprendre à vivre et à transformer la nature autour de toi, mais d'une façon positive. Construire sans détruire. C'est ça le message des pharaons. Tout construire sans rien détruire. Et quand on voit Isis, elle a toujours des ailes, et puis il y a toujours, comme pour l'aigle, et le cobra, qui est comme le reptile aussi. Donc, de l'Égypte ancienne et partout dans le monde, c'est ces deux aspects-là qu'il faut honorer et être conscient que nous sommes des êtres humains et non pas seulement des machines qu'il faut qu'on éduque, c'est-à-dire mettre dans des boîtes. C'est pas une éducation d'enfermement, c'est une éducation d'ouverture, de conscience, d'éveil. Voilà. Juste pour préciser que, Michael, tu es d'origine égyptienne, donc c'est pas étonnant si tu parles des pharaons et d'Isis. Oui. Et que tu fasses le lien. Ça, oui. Comment les plantes, elles ont poursuivi ton éducation en quelque sorte? Ben, c'est dès très jeune, ma mère nous soignait avec les plantes, puis elle nous montrait comment transformer les plantes, aller les cueillir au bon moment,
c'est très important que la cueillette aussi se fasse d'une façon consciente. C'est pas n'importe comment, c'est pas n'importe quel stade de croissance. Nous montrer comment faire et on allait dans les jardins cueillir les plantes. Et puis, comme je regardais, quand j'étais enfant, je regardais les palmiers, comment il fallait attendre que les dattes mûrissent, parce que autrement, s'ils sont encore verts, ils vont pas mûrir. Il faut vraiment être patient et regarder autour de soi, puis avec vraiment beaucoup de patience, mais aussi une joie de voir cette transformation, comment les dattes sont vertes et comment après ça, elles deviennent jaunes et tranquillement elles rougissent. Et si on les garde encore, elles vont continuer à mûrir pour qu'elles soient, on peut les conserver longtemps quand elles sont vraiment mûres comme ça. Donc, c'est l'apprentissage de l'interaction qu'on a avec notre environnement. Et cette interaction, il faut qu'elle soit positive. L'éducation, c'est comment interagir avec notre environnement d'une façon positive et non pas destructrice. Et c'est vraiment le sens de l'éducation. C'est le développement de la personne au complet sur tous ses aspects, mais d'une façon positive et créative, avec tout notre environnement physique, environnement humain, l'environnement spirituel, notre environnement culturel, tout ce qui nous entoure. Merci de faire ce que tu fais, vraiment, c'est magnifique. Puis, moi, à Bromont, j'ai rencontré Claire comme juste par hasard, juste avant sa conférence cette semaine. C'est incroyable comment les choses se placent. Il y a comme quelque chose qu'on vraiment on ne peut pas comprendre, cette synchronicité que elle arrive. Il ne faut pas s'inquiéter. Les choses viennent quand c'est le temps que ça arrive. C'est ça. Il faut pas essayer de contrôler l'univers. On fait partie de l'univers et on a à être en harmonie avec ce qui nous entoure. Voilà. Michael, est-ce que c'est arrivé d'avoir de pouvoir partager cette passion des plantes et des essences avec des enfants? Tu as été amené à partager dans des écoles ou tu as des enfants qui sont venus à toi? Oui, souvent, ils viennent dans mon jardin. J'ai créé un jardin en forme de labyrinthe comme celui de Chartres, parce que à Chartres, au milieu du plancher, sur le plancher de la cathédrale, une fois par semaine, le vendredi, ils enlèvent les chaises et ils permettent aux gens de faire le parcours du labyrinthe. Mais il y a une différence entre un labyrinthe et un dédale. On confond les deux. En anglais, il y a le mot maze, qui c'est un dédale où il faut qu'on trouve le chemin. On se perd et puis il faut vraiment essayer de trouver la porte de sortie. Et un labyrinthe où on fait juste avancer sur le chemin qui est tracé, puis on arrive au cœur du labyrinthe, au centre. C'est le chemin de vie, c'est le chemin de Jérusalem, Orashalim, le lieu de la paix. Shalom, c'est la paix. Orashalim, Jérusalem, en fait, c'est le lieu de la paix. Et j'espère que ça va être vraiment un éveil pour tout le monde, parce que beaucoup de groupes se retrouvent à Jérusalem, mais chacun essaie de tirer de son côté plutôt que de se mettre ensemble et de chanter, de danser, de cultiver la joie de vivre et d'être sur la planète. Et parce que la planète, c'est incroyable. On est dans une toute petite planète qui fait partie d'un système solaire, et notre Soleil, c'est une étoile de cette galaxie
la galaxie de la Voie lactée, on appelle, parce que c'est comme plein un chemin comme une voie de lait. Et cette galaxie comprend des milliards d'étoiles. Et il y a des milliards de galaxies. Et quand je regarde la même chose au niveau du tout petit, dans une goutte d'eau, quand j'ai appris qu'il y avait des milliards de molécules, j'ai dit, c'est incroyable, comment est-ce que des milliards de molécules peuvent être aussi petits qu'ils peuvent être dans une goutte d'eau. Et l'univers, on est comme émerveillé, je suis émerveillé par la petitesse et la grandeur, et nous, on est là à observer les deux. On est capable de voir cette capacité de voir cette incroyable magnificence. Alors, quand les enfants ils viennent et je leur montre comment faire le circuit du labyrinthe avec des plantes que j'ai fait, je reproduis un labyrinthe dans la même idée que le labyrinthe de Chartres. Et les voisins me disent, mais c'est incroyable ce que tu fais là, tu enlèves le gazon puis tu mets des plantes. Je dis oui, et chaque plante a sa place. Et quand elles fleurissent, je montre aux jeunes comment aller sentir les plantes, comment les reconnaître et interagir, parce que l'essence de la plante pénètre à travers le sens de sentir. C'est drôle que le sentir, le sens de la vie, je sens. C'est tous des mots qui donnent du sens à la vie. Et c'est de se réveiller, d'être dans l'éveil pour ne pas rester complètement dans l'ignorance. C'est ça l'éducation. C'est de sortir de l'ignorance et de reconnaître, mais non pas seulement des règles qu'il faut appliquer, mais de découvrir notre essence à nous et d'interagir d'une façon positive. Et comment j'interagis, c'est que je transforme, quand j'ai enseigné aussi à des enfants qui étaient vraiment considérés comme des handicapés, ils étaient aussi des problèmes sociaux. Et je leur disais, la première chose, c'est de cuisiner, d'apprendre à faire notre nourriture. Puis la nourriture est très importante. Qu'est-ce que je vais me nourrir? Avec quoi? Est-ce que je vais juste aller remplir mon besoin en prenant n'importe quoi, ou je vais me sentir, qu'est-ce que j'ai envie? Et si j'ai envie d'un fruit, c'est de voir comment qu'il soit prêt. Parce que quand on cueille les pommes dans un arbre, quand on cueille les raisins, il faut attendre que ce soit mûr pour que le fruit me donne son meilleur. Il est plein de sucre et la couleur change. Quand on va cueillir les pommes, souvent on va payer quelqu'un pour cueillir les pommes sur un arbre, il va tout cueillir. Mais les pommes ne mûrissent pas en même temps. Il y a quelques-unes qui vont être prêtes pour aujourd'hui, d'autres pour demain et ainsi de suite. Mais si je coupe tout, je ne suis pas en lien avec l'arbre. Et puis, il me donne le meilleur. Mais il faut que je me sente, moi, qu'est-ce qui est la meilleure chose pour moi? Et comment je vais la transformer aussi pour qu'elle puisse me servir longtemps, me nourrir. Et se nourrir du meilleur, pas seulement se nourrir pour se remplir l'estomac puis arrêter ce cri de mon estomac qui a faim. Non, je n'étouffe pas ma faim. Je m'ouvre vraiment à aller vers le meilleur. Et comment je transforme ça? Alors, à l'école, je leur montrais comment faire la cuisine, comment partager aussi un repas, être tout autour d'une table pour manger et être vraiment dans la reconnaissance de la nature qui me donne le meilleur. Et c'est ça, c'est cette interaction
entre moi et mon entourage qui fait que je peux amener le meilleur. Oui. Mais je souhaite vraiment que l'éducation soit vraiment un outil, pas seulement un outil, mais une conscience. C'est ça, le sommet, c'est de vraiment aller au sommet. Et quand je suis au sommet, je regarde autour, je peux voir de toutes les directions. C'est ça quand on monte, mais pour aller au sommet, il faut monter. Et des fois, ça demande un effort parce que ce n'est pas comme je me laisse tomber, je monte, je grimpe, puis ça me réveille. Et de monter tranquillement, et puis ensemble, on se supporte mutuellement, comme quand on fait de l'escalade. Il y en a qui vont nous indiquer le chemin, mais aussi il y en a qui vont nous supporter pour qu'on puisse aller de plus en plus haut. Mais quand on est en haut, c'est incroyable la vision qu'on a. C'est à Bromont, on a ce centre de ski, mais on peut monter à pied et puis du haut, on voit tout autour, c'est magnifique, les lacs et puis les arbres qui sont là autour. Et puis on voit, on s'émerveille, s'émerveiller de ces merveilles. Oui. Michael, est-ce qu'il y a des écoles ou des professeurs qui utilisent des essences dans les classes? Ça arrive, ça? Oui, je l'ai fait essayer aussi dans beaucoup de classes. Et puis, il y a des essences quand on diffuse. Puis de diffuser, c'est bon, il y a les diffuseurs qui sont à air pulsé, mais il y a aussi simplement de mettre quelques gouttes d'essence qu'on aime. Et puis, si on diffuse des essences, par exemple, de menthe, ça garde l'esprit éveillé. La menthe, ça monte, puis ça ouvre, ça permet de rester dans la conscience réveillée. Mais si on veut calmer, si à un moment on veut se calmer, ben des essences plus calmantes, comme c'est sûr que les agrumes, ça aide beaucoup, les oranges, ça calme, et la camomille aussi. Alors, je fais des synergies, et les synergies des essences, c'est comme si elles se mélangent, c'est comme un plat. Il ne faut pas trop en mettre de certaines. On ne va pas faire plein de piments, sinon c'est trop fort. Il faut que ce soit harmonieux. Et avec cette harmonie-là, ça crée des synergies que j'ai composées, par exemple des synergies comme de pandème pour combattre des infections. C'est fait avec d'habitude, je mets 5 essences ensemble pour faire une quintessence. Et ça permet à ces essences de se calmer. Dans les écoles, j'en mettais aussi dans certaines classes pour combattre aussi les infections. Quand on est assis dans le même espace, un à côté de l'autre, et qu'on touche souvent les mêmes feuilles, les cahiers, puis tout ça, on est proche. Mais si on diffuse, je l'ai essayé dans quelques classes, et puis c'était incroyable. Il y avait même pas le tiers des problèmes, par exemple, d'absentéisme dans ces classes-là, puis dans des garderies. Et ils disaient, on peut pas, tous les élèves sont là tout le temps. Il n'y a pas d'absentéisme à cause des maladies. Et je l'ai essayé aussi dans des résidences pour personnes vraiment âgées, dans des foyers. Et on a fait des essais. Dans une section, on a dit on va diffuser des essences
de protection. Et l'autre moitié, on va la laisser telle qu'elle. Et ils ont eu vraiment une baisse énorme de prise de médicaments parce que les gens ils se sentaient beaucoup mieux, il y avait beaucoup moins de problèmes. Et il y a eu des recherches qui ont été faites à l'Institut Armand Frappier, qui est comme l'Institut Pasteur ici au Québec. Et ils ont fait des recherches sur les effets des essences de conifères sur le bacille de Koch, qui est responsable de la tuberculose. Et ils ont démontré dans cet institut comment juste la diffusion de ces essences de conifères, surtout le sapin, ça détruisait le bacille de Koch. Et c'était vraiment très étonnant de dire, hey, comment ça se fait que ça détruit comme ça puis qu'on n'en parle pas? Ben, on n'en parle pas parce que c'est très disponible. Il y en a partout ici du sapin. Puis à Noël, on allait choisir un sapin qu'on amenait à la maison, on mettait à côté du foyer. Et la chaleur du foyer, on mettait aussi dans le temps des bougies qui chauffaient les branches. Ça ne détruit pas le sapin. Ça fait en sorte que l'arbre, le sapin, va diffuser des essences aromatiques. Et si toute la famille est réunie dans le salon à côté du foyer, ben ça évitait la transmission des bactéries et des virus. Et c'était incroyable l'odeur que ça dégage. Juste à le mettre à côté du foyer, il se protège. Et comme dans un espace où il y a des arbres, ben, les conifères protègent les arbres des bactéries, protègent des problèmes, même ça peut éloigner les insectes qui sont nuisibles. C'est incroyable l'interaction entre les arbres, entre eux aussi. Ils sont dans la conscience, on ne voit pas que même quand je respecte l'arbre et que je le taille pour le transformer, même le bois, il y a encore cette énergie vitale qui est là. Je ne suis pas en train de se détruire, il est plein d'énergie. Et c'est de reconnaître cette énergie-là et de voir aussi la conscience, d'élever sa conscience. Ce que j'ai beaucoup appris, c'est ici au Québec, c'est incroyable comment dans la pyramide, quand on parle de la pyramide, j'en ai une petite ici, la grande pyramide, il y en a vraiment deux énormes qui sont là, la pyramide de Khéops et de Mykérinos, mais il disait que c'était pour mettre enterrer le pharaon. Mais c'est complètement inimaginable d'avoir cette énorme structure juste comme un tombeau. Ça a été construit vraiment dans une énergie incroyable. Et quand on est à l'intérieur, c'est une énorme salle qui est comme un lieu sacré. Et on mettait les semences pour les énergiser. Et une fois que c'est énergisé, on les laisse quelques mois. Après ça, les semences, que ce soit du blé ou d'autres semences, elles poussent beaucoup plus vite dans la terre. Elles poussent et elles sont beaucoup plus solides et les épis de blé étaient plus importants, c'est à donner des épis plus forts. Et on a essayé en République tchèque. Ils ont fait des recherches, ils ont reproduit des formes pyramidales pour voir si ça énergisait vraiment. Et quand on met, par exemple, une lame de rasoir au niveau qui correspond au tiers, la chambre, qu'on dit la chambre du roi,
ça faisait en sorte que la lame de rasoir restait coupante, restait tranchante beaucoup plus longtemps. Et si on met des légumes, ça peut comme sécher sans se détruire, sans s'abîmer, sans pourrir, quoi. On a oublié tout ça, c'est toute l'énergie de la forme. Et j'étais à Strasbourg, en France, il y avait un groupe qui faisait de la géobiologie et ils nous démontraient un peu comment la forme est là pour transformer les choses. Où est-ce qu'on se trouve, comment on s'installe aussi dans une pièce. Tout ça nous affecte et on ne connaît pas tout ça, on met tout ça de côté. Et quand on construit une maison, il faut savoir comment l'orienter, où elle est placée. Toutes ces connaissances-là, on les oublie, on regarde simplement la structure, la base, le toit, mais on ne voit pas, on ne met pas de l'attention sur l'orientation. Et je trouve que c'est très important, oui. Oui, les cristaux sont très énergisants. Ici, j'ai des bols de cristal, mais c'est incroyable quand on regarde un quartz, comme ça, les cristaux de quartz, ce qui est vraiment à observer, tu vois, on regarde toute la pointe, il y en a toujours 6 côtés qui sont opposés deux à deux, donc ça fait comme un angle, et cet angle est toujours, pour tous les cristaux de quartz, c'est toujours le même, et c'est l'angle de la Grande Pyramide. Donc, c'est comme si la Grande Pyramide était un énorme cristal. Et c'est vraiment partout dans le monde, quand on mesure cet angle-là, est toujours le même. Donc, c'est des connaissances qui sont à transmettre, à partager aux jeunes. On leur montre ça, le respect des choses, le respect de chaque chose, de chaque pierre. Ce n'est pas simplement là pour gagner, pour se battre dans tout le sport, c'est des sports de compétition aussi, je vais être mieux que toi. Non, on va jouer ensemble, on va avoir du plaisir à partager, à s'amuser, à grandir ensemble. Et dans le respect de l'autre, et non pas dans « Ah oui, moi je suis mieux, je suis le premier de la classe ». Non, moi à l'école, je regardais ça, je trouvais que c'était ridicule de les mettre par ordre, tu vois, le premier de la classe, le deuxième, le troisième et le dernier. Je préférais être le dernier que d'être le premier, moi. Parce que moi, j'étais avec Zayat, c'est le nom Z, alors j'étais le dernier à réciter les leçons. J'avais le temps d'apprendre pendant que les autres récitaient. Là. Mais je trouve que c'est de sortir des normes, sortir des règles, puis de montrer qu'on peut dépasser les règles, même la grammaire. Dans la grammaire, on dit qu'il faut écrire les phrases avec le sujet, le verbe et le complément. Sujet, verbe, complément. Alors, Monsieur Jean, il dit, c'est un élève, il dit non, moi, oui, c'est Maître Corbeau sur un arbre perché. Est-ce que c'est l'arbre qui est perché? Il faut écrire Maître Corbeau perché sur un arbre. Allez, Jean, retourne, écris ça comme il faut. Là. Alors, Jean, il retourne et il dit non, moi, je préfère que ce soit l'arbre qui a un arbre perché. C'est le corbeau est perché sur un arbre. Donné dans son bec un fromage. C'est tellement beau la poésie. Et pour arriver à la poésie, il faut aller au-delà des règles de la syntaxe. Mais vraiment, c'est toute cette énergie-là que je réalise, puis je me dis, non, c'est de ne pas rester enfermé
c'est de sortir puis de marcher dans le sentier de la joie, le sentier de la paix, le sentier de l'amour, de cheminer vraiment librement et d'être accompagné par des êtres comme dans le jardin de vie où c'est avec Véronique, hein, elle avait des plantes et puis on les a mis dans une forme de jardin, puis les jeunes venaient, des enfants d'une garderie, et ils venaient s'amuser dans les plantes, puis d'apprendre. Toujours, je les rencontre, puis on fait des chants, on s'amuse, on joue ensemble. Et c'est mon petit enfant intérieur qui aime se manifester avec les jeunes, parce que c'est en étant avec eux, dans tout le respect, dans tout l'amour, de communiquer avec eux, puis de montrer que le respect de l'autre, et surtout de nos jours, le respect aussi de la maman. Au Québec, c'est Sainte-Anne qui est la patronne du Québec, comme c'est la patronne de la Bretagne, la grand-mère maternelle de Jésus. Et c'est de respecter la transmission, cette Sainte-Anne qui transmet l'information, transmet l'éducation à sa fille, qui ensuite, elle reconnaît son enfant, puis elle lui transmet, tout en lui laissant la liberté de faire qu'est-ce qu'il veut, qui il est, de le reconnaître. Et tout ça, c'est comme on ne regarde pas le côté féminin, est très, très important. Isis, c'est la déesse, c'est celle qui est mis au monde le premier homme, qui est Horus. Et vraiment, c'est important de voir que la place de la femme est très importante dans la vie. Le respect de la maman, le respect du féminin. Le féminin est sacré. Mais dans beaucoup de cultures, c'est pas là. Et je pense que c'est vraiment ce qui fait Ramchandra aussi, le respecter le féminin dans au Népal. Tu as été là-bas, tu as aidé à l'orphelinat de Ramchandra. Je trouve que c'était important ce que tu as fait. Puis je pense qu'aussi, il était parmi, je pense pas, il a été parmi les invités du sommet. Ah oui. Et demain, il y a Veda, le deuxième enfant qu'il a accueilli à l'ashram, qui va parler, qui va raconter tout son chemin, qui maintenant est directeur de l'école depuis plus de 10 ans, alors qu'il est tout jeune. Oui. Il a commencé à enseigner à 12 ans. Oui, incroyable. Incroyable. Et c'est vraiment beaucoup de protection des jeunes filles aussi qui souvent elles sont abandonnées ou je ne veux pas rentrer dans tout ça, mais c'est vraiment ce qu'il fait, c'est très important. Puis ces enfants, une fois qu'ils vont grandir dans ces lieux-là, ils vont comme retransmettre cet enseignement. Et ça, c'est un exemple vraiment très important de voir ce jeune homme qui va nous transmettre vraiment cette information, transmettre cette joie de vivre aussi, et l'importance de l'éveil et du respect de l'autre, puis du geste, parce que c'est un moine qui a décidé de transformer les choses, puis il l'a fait. Et je vois que c'est possible. C'est possible de transformer les choses quand on le décide, puis quand je dis oui, je le fais, puis je ne suis pas tout seul à le faire, parce qu'il y a toute cette énergie de l'univers, l'énergie de la vie, de l'amour qui est là pour m'accompagner, puis continuer à semer et à s'aimer. Oui. Ah, je vois beaucoup de messages, vraiment. C'est pas des questions, mais c'est plein de... C'est
Un message. Des messages qui rebondissent sur ce que tu dis et disent ah oui. Et du coup, je sais pas, c'est assez étonnant parce que d'un conférencier à l'autre, il y a des fois dans le chat, il n'y a rien qui se dit ou les gens écoutent religieusement. Et puis là, tout ce que tu partages, du coup, ça fait plein de monde qui rajoute des choses. Ah oui, nous sommes des êtres spirituels venus faire une expérience humaine. Oh oui, l'archange Michael et Isis, merci de les mettre à l'honneur, toute cette ancienne sagesse de l'Égypte. J'adore cette définition. L'éducation, c'est apprendre à avoir un impact positif sur notre environnement, dans nous-mêmes d'abord et puis tout autour de nous. Et puis les personnes autour de nous, puis la nature. Un jardin labyrinthe, wow, qui mène au cœur du labyrinthe. Il y a un livre écrit qui explique comment l'utiliser pour faire des leçons académiques et toute forme d'enseignement. Oui. C'est beau cette vision de l'éducation comme monter au sommet d'une montagne, qui était un effort, comme disait Bernadette tout à l'heure, et puis une fois au sommet, avoir une vision élargie du monde et pouvoir apprécier cette vue possible grâce à toutes les personnes qui nous ont aidés à arriver à ce sommet. C'est vrai que les huiles essentielles sont super puissantes au niveau émotionnel, spirituel, autant que physique. Je les utilise avec les enfants, dit Roland, et aussi dans mes cours de yoga avec de très bons résultats. L'intelligence des arbres, comment mettre l'eau ou les légumes sur des fleurs de vie, les cristaux, etc. Il y a beaucoup de gens qui s'invitent à partager. Maître Combo sur son arbre berger, quelle belle invitation à dépasser les règles de grammaire. Ah, c'est beau. Voilà, les gens sont touchés, puis ça met bien en évidence combien toutes les disciplines participent à la vie et combien une discipline qui est toute autre que l'éducation peut être source d'une richesse éducative énorme, quoi. Parce que Oui. les plantes t'ont appris l'émerveillement, t'ont appris à avoir cette vision de l'essentiel en quelque sorte, et que ça transpire partout dans ta vie, et que ça transpire sur ton regard vis-à-vis de l'éducation, ça transpire sur ton regard vis-à-vis dans les relations, vis-à-vis des enfants, etc. Et ça a un impact énorme. Et qui plus est, les plantes peuvent avoir un impact énorme au sein de l'école. Oui, exactement. Oui, puis de sortir, avoir une belle cour de récréation qui est vivante, avoir un jardin à l'école, avoir vraiment un lieu où les jeunes peuvent voir pousser les plantes, voir cette magie qui est là et voir aussi qu'ils peuvent faire des choses qui ont un résultat, qui donnent un résultat, de semer des plantes et puis de semer des graines et puis de voir pousser et de voir notre apport, que quand on fait quelque chose, ça amène un résultat. Et moi, je pense que Steiner, tous ces maîtres qui ont apporté, il faut vraiment sortir de ces cloisons, mais ça c'est Montessori, ça c'est Steiner, il faut attendre que l'enfant grandisse pour lui montrer à lire et à écrire, ou bien il faut le stimuler plus jeune, plein d'approches. Il faut que toutes ces approches-là s'harmonisent ensemble et qu'on regarde cet être qui est là et notre interaction avec lui pour l'aider à grandir et à reconnaître son environnement. Mais ce n'est pas une activité qui est seulement dans l'école, parce que j'avais un maître qui est à l'Université d'Ottawa où j'étais son assistant de recherche faisant mon doctorat en éducation à l'Université d'Ottawa. Et cet être, Atanas Paplos Kastramounas, qui venait de la Lituanie, il nous disait des choses vraiment magnifiques. Il disait « Education is a life process ». Et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il disait « Education is from womb to tomb ». W, le womb, c'est l'utérus, jusqu'au tombeau. From womb to tomb. C'est un processus de toute la vie. Je m'éduque et j'apprends à chaque instant jusqu'à la fin. Je n'arrête pas l'éducation à la fin de l'école parce que j'ai mon diplôme. Non,
je continue à apprendre et je transmets. J'apprends et je transmets. Je reçois et je donne. C'est ça vraiment dans tout l'amour, c'est de recevoir, apprendre à recevoir et de trier, de prendre le meilleur. Et puis il nous disait, don't read good books. Alors on disait, hey, c'est quoi? Read only the best. Et on disait, ben, c'est quoi the best? What's the best? Alors, no, you have to find the best yourself. You have to find what's the best book for you now. Because tomorrow it will be something else. Tu dois trouver quel est le meilleur livre. Tu ne dois pas juste choisir les bons, tu dois trouver quel est le meilleur livre pour toi. Oui, et comment tu fais? Dis, ben, laisse-toi guider. Ton être va le trouver. Et quand tu ouvres une page, ton être va trouver exactement le paragraphe que tu as besoin de lire. C'est ça que je trouve magique, parce que je me dis, comment est-ce que ça fonctionne? C'est quoi cette synchronicité? Mais ça nous dépasse, oui, mais parce que ça me dépasse, pas parce que j'ai un contrôle dessus, que ce n'est pas là. C'est un non. Moi, je suis sceptique de nature, mais quand je vois des choses comme ça, je me dis, non, il y a quelque chose qui me dépasse, mais qui est là, de vraiment connecter avec cette magie. C'est l'âme qui agit, la magie. En t'écoutant, Michael, j'ai l'impression qu'on pourrait imaginer des milliers d'expériences à faire à l'école, par exemple, d'avoir des pyramides, de mettre des graines dedans, enfin, de faire tout plein d'expériences pour que les enfants expérimentent et découvrent toutes ces lois et découvrent cette magie, en quelque sorte. Oui, exactement. Et puis dans des choses simples, vraiment d'amener les jeunes à savoir comment faire des choses tout simples, comment faire cuire un œuf, et puis comment le transformer, et puis comment reconnaître l'œuf s'il va flotter ou bien s'il va être assez lourd, s'il est frais. Et toutes ces choses-là, de montrer à vivre. Et on ne prend pas le temps de montrer ça parce que on est là dans des classes, puis on est enfermé, il faut prendre l'autobus pour aller à l'école. Ici, c'est vraiment des bus scolaires et puis ça flash, puis c'est comme tout est organisé pour protéger l'enfant. C'est important de le protéger, mais il faut aller plus loin que juste la protection. Il faut amener l'éveil et la conscience, l'éveil de la conscience. Ce que je fais, je peux construire comme je peux détruire, mais je choisis de construire et je regarde comment faire pour que la construction que je fais soit efficace, soit durable, soit utile. Et je trouve que c'est vraiment très important là, de se réveiller et d'être dans la lumière. Et je leur dis, vous voyez, c'est très important de réaliser que quand j'ouvre une porte et qu'il y a de la lumière d'un côté et l'obscurité de l'autre, l'obscurité va jamais être capable de rentrer dans une pièce illuminée. C'est la lumière qui va aller là-bas. La lumière, elle gagne toujours. Elle emporte toujours. Alors, c'est de rester avec cette ouverture dans des écoles. J'étais dans des écoles où j'ai enseigné, où il n'y avait pas une fenêtre, et puis la porte donnait sur un corridor qui donnait sur un autre corridor. On ne voyait pas du tout la lumière. Et je disais, mais c'est pas un lieu de vie. Comment est-ce qu'on sait comme c'est bon pour entreposer des huiles essentielles parce qu'il faut qu'elles soient dans l'obscurité, mais c'est pas bon pour déposer des jeunes. C'est quoi ce milieu-là? Ah, pour qu'ils soient attentifs, qu'ils ne regardent pas dehors. Non, il faut justement regarder dehors puis interagir positivement avec ce que je vois, que ce que je fais. Et puis je choisis à un moment donné, oui, je peux être à l'intérieur, mais de pouvoir sortir. Et on sort seulement à la récréation. C'est ça, c'est justement recréer. Il faut recréer. C'est l'endroit, ce que j'aimais le plus à l'école, c'était la récréation.
Il vaut mieux qu'il y ait 4 heures de récréation et un quart d'heure d'études. Oui, oui, Il y a oui, Roland qui apparemment est un enseignant, dit que dans sa classe, il a fait l'expérience du fameux riz dans un bocal avec inspiré par le docteur Emoto, où dans le bocal de riz, on met des mots dessus et on voit comment le riz évolue, oui, quel impact que ça a. Il a déjà fait cette expérience à l'école. wow, oui, oui, on s'ouvre vraiment maintenant dans les écoles, les maîtres s'ouvrent à tout ce monde, cet enseignement qui est vraiment très important dans notre époque, dans cette ère quand on commence, l'ère du Verseau. C'est dans cette ouverture, cette conscience, c'est de l'ouverture de la conscience, de réaliser ça à travers cette capacité de numérique, cette énergie incroyable de transmission d'informations, de pouvoir transmettre le meilleur et de ne pas rentrer dans simplement une roue qui n'a pas de sens, qui n'a pas de but, là, c'est de tourner en rond. Il faut s'ouvrir, découvrir le meilleur dans tout et d'utiliser ces outils-là comme tu le fais vraiment pour amener cette conscience vraiment sur, c'est ça, un sommet, c'est très important de se réunir pour se sentir qu'on n'est pas seul et qu'ensemble, on va être capable de transformer cette énergie qui a tellement besoin d'amour en ce moment sur la planète. Roland, il partage ça, qu'une des grandes raisons d'aller à l'école pour les enfants, c'est les copains et la récré. Et juste pour ça, ils sont prêts à souffrir des heures et des heures de ce qui est difficile dans ce système, juste pour avoir les copains et la récré. Oui, parce que on peut enseigner vraiment très simplement avec les mathématiques, tout ça, dans toutes les formes, d'expliquer les choses, comment les formes géométriques, tu vois, comment une pizza, elle est ronde, on va la couper en triangle, puis on va la mettre dans une boîte carrée. D'apprendre les formes géométriques à travers. Avec des pizzas, ça marcherait, ça. Non, mais comment transformer les choses? C'est vraiment de jouer avec les formes, de s'amuser, de faire des cercles aussi, puis ensuite de calculer, de mesurer à l'extérieur. On peut apprendre dans la réalité et pas seulement mentale, tu vois, comment calculer le périmètre d'un cercle, tu vois, et la magie d'un chiffre, par exemple, aussi d'un nombre, le nombre pi, comment c'est incroyable. On est capable d'aller à des milliers de chiffres avec un pi. C'est pas seulement un 3,1416, c'est 3,1415 et point, et ainsi de suite. C'est comment toute cette magie qui est là et de ne pas se figer dans des règles, mais c'est de s'ouvrir à la beauté de l'univers et à l'infini. Même si je comprends bien tout ton chemin dans les plantes et avec les essences, ça a été une école de la magie pour toi. Oui, c'est exactement ça. Oui, et de tous les jours, de décider tous les jours, j'accueille mon être, j'accueille l'amour en moi et puis je suis heureux et je regarde toute la beauté qui est autour de moi. Même si c'est des choses qui sont pas belles, je les transforme et j'envoie de l'amour pour qu'elles se changent. Et c'est ma façon de voir que des déchets, c'est vraiment
vraiment la source du compost qui va nourrir. Et mon père, il me disait, oui, tu vois, tout ça, là, ça va, tous nos déchets peuvent aller être compostés pour nourrir les champs, pour vraiment redonner la vie à ce qu'on va manger, aux légumes. Et puis, regarde, les légumes qui sont nourris avec ce compost sont beaucoup plus belles. Et on n'a pas besoin d'utiliser des produits chimiques. Je ne vais pas donner les noms, mais c'est sûr que les ronds, pour ne mentionner que quelques-uns, commencent à, oui, ça va détruire pour donner, avantager seulement certaines plantes, puis les autres sont détruites. Et tout ça, ça s'en va dans l'eau et ça détruit nos rivières et les eaux de mer. Il faut être conscient. Il y a une conscience, ce n'est pas d'être anxieux dans l'environnement. C'est pas une anxiété, c'est pas une peur, mais c'est un réveil de dire aux nous jeunes, hey, on vit sur une planète qui est fragile. Et il faut faire dans chaque geste que je fais, même si ce n'est pas énorme, ne serait-ce que ramasser un mégot de cigarette que je trouve sur le chemin et de le mettre comme à la poubelle plutôt que laisser ça comme ça. C'est des petits gestes qui font que je conscientise les jeunes à l'environnement aussi. Oui, c'est incroyable aujourd'hui en Inde avec les feux qui sont en plein, il y a plein de la chaleur qui est épouvantable là-bas, puis ça allume des feux dans des dépotoirs. C'est de se réveiller, de pas comme tout jeter comme ça, c'est de réutiliser, de recycler, de changer, d'utiliser tout ce qui nous entoure, puis de consommer moins, consommer avec intelligence. Oui, l'intelligence, c'est je suis conscient de mon environnement, puis je ne suis pas juste quelqu'un qui consomme, je suis quelqu'un qui construit dans la conscience. Je bâtis dans la conscience. Et l'éducation est super importante dans ça. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient poser des questions? Ou que Michael développe plutôt certains sujets plus spécifiquement? Je me suis dit en t'écoutant que un des prochains sommets, ce sera de créer le sommet de la magie éducative. C'est oui. En invitant des magiciens de l'éducation, des magiciens qui permettent de faire découvrir cette magie à ceux qui sont autour d'eux. Oui, c'est important d'être ensemble et puis de s'épauler, hein, pour avancer. C'est de se réveiller. Oui. Parce que finalement, j'ai invité beaucoup de magiciens, d'une certaine façon. Oui, t'en es un. Oui. Et on voit que finalement, c'est un peu le point commun de tous, quoi. C'est de mettre en évidence cette magie de la vie et cette magie qui est là partout et d'aller vers ça, quoi. Ça a été un peu le message de tout le monde, d'une certaine façon. Ah oui, exactement. Exactement. C'est très important. Puis je suis content aussi que c'est enregistré puis qu'on peut référer des personnes à voir les conférences et puis à pouvoir avoir accès. Et c'est de ne pas non plus oublier que tout ce que toi tu fais, là, tu sais, c'est comme tu as besoin d'un support pour continuer ton œuvre. Ne pas tout mettre sur tes épaules, et c'est ensemble on va s'épauler pour que ce soit léger pour tout le monde, que ce soit pas tout sur une personne ou sur un petit groupe. Je trouve que t'es pas seul, mais
c'est quand même Non, ben, important d'être tous ensemble. c'est l'occasion de dire que là, je me retrouve avec des tonnes de nombreuses, des dizaines de conférences dans des disques durs, mais je ne sais pas quoi en faire parce que mon ordinateur a rendu l'âme 5 jours avant le sommet. Là, j'ai récupéré un vieil ordinateur, mais que je peux pas travailler avec, quoi. Donc, je sais pas, je saurais pas avancer s'il n'y a pas des aides qui viennent et qui peuvent faire tous ces montages et qui, voilà. Très important, exactement. C'est de réaliser que oui, on a besoin et puis de le demander aussi clairement. C'est important, merci de le demander comme ça, parce que je pense qu'on pense que c'est facile, c'est simple, non, c'est énorme. Et puis, si il a craqué, c'est pour une raison. Et je pense il a trop chauffé. Oui. Ça fait trop d'heures. Oui, mais il faut trouver vraiment l'outil qui va nous aider. Puis c'est comme. But we need to find the tool that will help us. Isabelle, I think I can hear you on the. Oui, je m'en suis rendu compte, pardon. Isabelle. Okay. C'est des fois, il y a, avec les traductions, ça se switch dans les canaux. Oui, c'est bien. Et du coup, on entend les langues ensemble. Oui. C'est traduit automatiquement ou c'est traduit avec une... Non, c'est des personnes qui te traduisent en live comme ça, en simultané. Live? Oui. C'est très professionnel. Ouais, c'est incroyable. Inimaginable. Bravo. Toutes les conférences sont en français et en anglais, d'une façon ou d'une autre. Mais il y a des conférenciers qui ont parlé allemand et c'était traduit en français et en anglais. Il y a donc des conférenciers qui ont parlé espagnol et c'était traduit en français et en anglais. Il y a des conférenciers qui ont parlé comme Claire qui a parlé en français et c'était traduit en français, en anglais, en espagnol et en allemand. Et en allemand. On a beaucoup joué avec les langues. Oui, mais c'est sûr que le français a été vraiment répandu à travers le monde et beaucoup en Afrique aussi. Puis j'espère que on va continuer à respecter la langue, puis vraiment, c'est une langue magnifique, c'est une langue vraiment très poétique, très belle, et qui a tellement de subtilité et toute la beauté de cette langue et puis de la littérature française, c'est magnifique ce qu'on a développé aussi. J'ai vu passer un commentaire de Maria qui est en Espagne et qui est allée au Québec et qui se souvient avoir visité ton jardin. Ah oui, c'est beau. Oui, Isabelle qui dit Isabelle qui dit que ton intervention lui plaît beaucoup. Elle n'a pas de questions, mais elle est ravie de ton intervention. Ah, merci. Que l'idée de l'éducation à la magie de la vie, ça plaît beaucoup à Anaïs. Nathalie dit qu'elle est sur un nuage. Ah, mais c'est beau. C'est magnifique. C'est vraiment avec la chaleur du soleil qui fait en sorte que l'eau, elle voyage. Elle voyage à travers le monde avec ses nuages. Et puis ensuite, elle redescend pour nourrir les plantes, nourrir la terre. C'est toute une transformation. Et Maria qui pose une question, je ne sais pas si je comprends bien, elle dit comment garder la confiance des enfants dans l'éducation. Alors, si je comprends bien, c'est comment faire que les enfants puissent avoir confiance dans l'éducation, peut-être, c'est ça? Je ne sais pas si je ne comprends pas bien la question. Bon. Il y a Lorenzo qui dit qu'il y a des licences open source qui permettent d'imaginer une communauté de contributeurs. Ma foi, Lorenzo, si tu veux plus tard, si tu veux nous guider là-dedans, bienvenue. Oui. La chaleur du soleil voyage autour de la terre et revient nourrir les plantes dans nos jardins. Oui. C'est incroyable.
Et c'est toute une magie quand j'ai appris que le soleil envoie des photons partout, mais ces photons ne sont pas visibles parce qu'ils sont en vitesse, ils voyagent. Mais dès que quelque chose arrête ces photons-là, on peut les voir. Comme la Lune nous permet de voir le soleil la nuit. C'est les photons qui sont reflétés et la Terre, elle fait la même chose. Elle reflète. Pour ça, la planète bleue, c'est le reflet de la lumière. Donc, c'est de rester dans cette lumière et de savoir que l'obscurité est remplie de photons, est remplie de lumière. Mais c'est de les voir, de mettre quelque chose pour la voir, cette lumière. Et c'est des choses qu'on ne savait pas avant. On ne réalisait pas jusqu'à quel point comme on fait partie partout. L'obscurité est remplie de lumière. Et de ne rester dans cette énergie de s'abaisser puis de rester dans ce qui est vil, dans ce qui est obscur, dans ce qui est destructeur, mais de voir que tout a un sens. Tout est là pour nous montrer la lumière. Parce que s'il y avait de la lumière partout, on ne la verrait pas. C'est les ombres qui nous font, l'obscurité, c'est le reflet de la lumière qui fait qu'on puisse voir des choses. Alors, merci la vie, et puis je suis vraiment enchanté de vous pouvoir partager ces moments-là avec ceux qui sont là et puis ceux qui vont nous voir aussi plus tard. J'ai une question, Michael. Quelle est la plus grande magie que t'ont apprise les plantes et les essences? Qu'est-ce qui t'a le plus il y en a sûrement beaucoup, mais quelle a été la plus intense, la plus forte? Ben, c'est de voir comment aussi une plante, j'ai connu un arbre, je demandais aux gens, et j'ai pas vu de pruche, je cherchais de trouver cet arbre-là, puis quand je l'ai vu la première fois, j'ai dit, regarde, c'est vraiment fort, un arbre qui est solide, puis en même temps, il a des aiguilles tellement douces et des cocottes petites comme vraiment très petites, mais qui contiennent de la vie. Et comment cette force peut transmettre aussi beaucoup de douceur, de rester ancré, de rester fort, mais aussi de transmettre cette douceur, cette énergie d'amour. Alors cet arbre, je l'aime beaucoup, puis le sommet de la pruche, je trouvais qu'elle était penchée vers l'est pour nous orienter. Donc, il y a un arbre et peut être magique comme ça, puis ça m'a touché beaucoup de le voir, puis de voir comment, avec son bois, on peut faire la structure de la maison parce que c'est solide et ça c'est très durable comme bois. Mais c'est de voir aussi que en dessous, il y a des petites fleurs qui poussent juste après la neige, même à peine fondue, puis il y a des fleurs qui commencent à sortir. C'est magique. Puis les enfants, quand je marchais avec eux et qui voient ça, viens voir. Même nous, on ne les voit pas parce qu'on est en haut, mais quand je me promenais avec des petits-enfants, ils voyaient ça, puis ils étaient fascinés par la beauté des fleurs. Et c'est sûr que quand j'étais jeune, on avait les roses, puis on achetait des roses qui sentaient beaucoup. Mais les roses sauvages ont une odeur magnifique. C'est vraiment magique quand on laisse la nature nous apporter avec leur essence. Ils nous parlent dans cette essence-là. Et puis, c'est d'accueillir vraiment ces odeurs-là, puis de rester dans cette magnificence, dans cet émerveillement, dans cette joie. Alors, c'est sûr que
quand on voyage, on voit beaucoup d'autres plantes. Ce qui était magique aussi, le laurier dans le sud de la France, c'est incroyable quand il est en fleur, l'odeur que ça dégage, c'est magnifique. Mais ce que j'aime, c'est ce qui est sauvage aussi, comme la lavande sauvage quand on la voit dans les hauteurs du Mont Ventoux. C'est très agréable de marcher puis de voir ces arbres pousser tout seuls comme ça. J'aime beaucoup ça. Et on ne les voit pas en grand parce que c'est pas en grande échelle. C'est pas comme les photos qu'on fait des champs de lavande, lavandin. Oui. C'est de retrouver cette magie. Puis quand on les sent, c'est incroyable l'odeur, comment elle nous élève, comment elle nous connecte à notre cœur. Quand je travaillais à l'école avec les enfants, que j'habitais dans ce coin, justement, dans les Hautes-Alpes, Oui. un peu de Haute-Provence, on partait en montagne avec les enfants et on amenait juste du pain et du peanut butter, du beurre de cacahuète. Mais oui. Parce que c'est facile l'été, c'est facile à transporter, ça fond pas, ça va bien. Et oui. Du coup, on se faisait des sandwichs pour leur donner des saveurs. On mettait des fleurs de lavande sur nos sandwichs. Oui. On se faisait des sandwichs aux fleurs de lavande sur le pain et la cacahuète. C'était super bon. Oh oui. Mais ils vantent beaucoup. C'est pour ça qu'ils appellent ça le Ventoux, hein? Le Mont Ventoux. Oui, il y a beaucoup de vent. Ça vante bien. Mais c'est magnifique, la France. Chaque lieu est magique, vraiment. C'est un pays que j'aime beaucoup. Vraiment, c'est sûr que la Suisse, comme notre conférencière aussi, c'est très beau, tu vois, de se promener en Suisse, toute la montagne et puis les lacs, c'est magnifique. Ce que je constate, Michael, c'est que j'étais invité par un aromathérapeute et du coup, on a un partage qui englobe le monde, quoi. Ouais. Ça met comme en évidence que l'essence des plantes nous connecte directement au monde entier, quoi. Oui, oui. Et ce qui est magique aussi, c'est que nous, en tant que vraiment importateur, producteur, je distille, j'invite les gens, j'ai beaucoup de Japonais qui sont venus pour distiller des plantes ici et puis amener là-bas, ils ont ouvert des centres d'aromathérapie là-bas, ça nous connecte au monde à travers les essences. Et chez nous, à Bromont, on a des essences qui viennent de partout, de vraiment, je vois des nouvelles plantes qui viennent aussi, que les gens, ils savent qu'on fait ça, alors ils nous proposent des plantes, des fois que j'ai jamais entendu parler. C'est des choses magnifiques qu'ils nous proposent. Donc, ça nous connecte à toute la planète. Et c'est important de respecter, puis de ne pas, comme je disais avec mes jeunes, on allait cueillir de la menthe poivrée sauvage, mais je disais, il faut vraiment faire très attention que quand on marche, quand on cueille pas tout, on va pas tout raser, on va juste choisir les plantes qui sont prêtes à venir et puis qui commencent à fleurir, parce que c'est là que la plante, elle contient l'essence la plus agréable. Quand elle pousse, la menthe, elle produit plus du menthone qui chasse les insectes. Et elle veut vraiment appeler les insectes après, une fois qu'elle fleurit. Donc, le menthone se change en menthol. Donc, il faut savoir à quel moment cueillir pour donner une essence qui est vraiment très agréable et qui est très appropriée pour nous. Et toutes ces connaissances-là, moi, je veux les transmettre à travers les cours, à travers les ateliers, à travers des belles rencontres comme ça. Puis c'est très important, très, très important de savoir comment faire les choses correctement, d'apprendre. C'est ça pour moi, l'éducation, l'apprentissage pour devenir sage. Oui, la sagesse, c'est ça, c'est de connaître les choses, mais vraiment profondément
et non pas juste superficiellement. Oui. Est-ce qu'il y a une plante ou une essence qui t'a particulièrement travaillé pendant la vie ou qui t'a particulièrement touché? En dehors, là, tu nous as parlé de la pruche tout à l'heure, mais là, je le dis différemment, quoi, qui t'a plus malaxé ou je ne sais pas, qui t'a plus. Oui, c'est sûr que dans mon enfance, c'était beaucoup le cumin qu'on mettait aussi dans la nourriture, mais c'est à travers la plante directement, la poudre, on faisait une mouture de cumin et c'est très agréable à l'odeur, c'est très agréable au goût. Mais ce que j'ai appris aussi, c'est que ça contre un peu toutes les flatulences qui sont dues à la consommation des fèves. Quand on consomme des fèves, on met du cumin et puis pour vraiment, comme sur les pois chiches aussi, on met du cumin pour éviter les flatulences. Mais ça, je l'ai appris plus tard. Mais en Égypte, c'était cette odeur-là qui était vraiment très attirante de sentir ça. Et pourquoi on aimait probablement aussi parce que notre corps, il nous appelle à ça. Puis ce que j'avais eu comme expérience aussi, j'avais les odeurs, comment elles nous affectent. J'essayais d'endormir mon enfant et j'arrivais pas, il criait et puis j'essayais de le calmer et c'est en prenant des morceaux de linge de sa maman que je l'ai mis à côté, il a senti sa maman, ça l'a apaisé tout de suite et s'est calmé et s'est senti entouré par cette odeur. Donc l'odeur, même dès l'enfance, nous retient beaucoup. Et nous aussi, il y a l'olfactothérapie en France qui est là, qui nous permet de savoir si une odeur me repousse, d'aller voir pourquoi, quel événement a fait que cette odeur m'a fait que j'ai réagi négativement. Alors, ça permet de régler des problèmes aussi. Monsieur Fournier qui a travaillé l'olfactothérapie aussi, c'est comme les odeurs, c'est pas simplement au niveau thérapeutique pour la peau, pour se soigner, mais c'est aussi psychologique, comment les odeurs peuvent nous aider. Alors moi, personnellement, bien sûr que la lavande, ça lave, ça purifie, même en Égypte, on avait des eaux de Cologne qui étaient faites avec, ça vient de la ville de Cologne, mais c'est fait avec des plantes aussi. Et comment ces odeurs-là nous purifient, nous aident. Puis ça me rappelle aussi mes parents qui utilisaient ces eaux de Cologne pour se purifier, pour quand on allait à l'extérieur, que ça garde une bonne odeur et ça nous protège. C'est pas seulement une odeur pour cacher. Il s'agit pas de cacher nos odeurs. Il s'agit de transmettre des bonnes odeurs et de se protéger. Oui, il y a Anaïs qui partage que l'autre jour, elle a senti l'essence des dragons, l'essence d'estragon. Oui. Et ça a fait beaucoup remonter d'émotions. Et du coup, elle demande, est-ce que c'est connu pour ça? Il y a un lien entre estragon et émotion? Oui, mais c'est sûr que ça va chercher, chaque personne, ça va chercher une odeur qui va nous chercher, mais ce n'est pas spécifique que cette essence-là c'est pour tout le monde. Chaque personne, elle a son message. La plante va nous apporter un message. Et récemment, là, il y a le sang du dragon, c'est une essence qui vient du Pérou, qui est pas très connue, mais qui va donner une essence qui va aider beaucoup, une huile grasse qui va produire cette essence. Puis l'odeur est vraiment très subtile, mais qui va aider à protéger
la peau qui va régénérer la peau. Ça s'appelle le dragon, c'est le sang du dragon. Ça vient du Pérou. Et j'explore encore ces nouvelles essences-là, mais c'est sûr que des fois, des odeurs nous repulsent, puis je me dis, ah, c'est quoi? Qu'est-ce que ça me rappelle? Qu'est-ce que ça va chercher? Alors, des fois, ça va connecter avec une émotion d'une soupe que j'ai eue à l'école ou quelque chose que quand j'étais enfant, c'était l'herbe qu'on mettait dans les légumes, dans les repas. Donc, chaque chose a sa connexion avec nous, qui nous connecte à une idée, à un souvenir. Et c'est d'accueillir tout ça et de dire aujourd'hui, je prends ce qu'il y a de meilleur, de l'essence qui va m'attirer. Et ça nous permet de savoir si une pomme, je la sens, puis je sens, ça sent bon, j'ai envie de ça. Ça me fait vraiment saliver. Donc, ça me permet aujourd'hui de savoir qu'est-ce qui est bon pour moi. Donc, le nez me permet de connaître. Le nez connaît. Oui, Anaïs dit que l'estragon l'avait relié à ses ancêtres de façon irrationnelle. Oui, c'est très important. Oui, merci. C'est très beau. Il y a Isabelle qui te souhaite un bon anniversaire avec un peu de retard. Oh, merci. Oui, je viens d'avoir 77, là, c'est quelque chose quand même. Hein. J'ai resté, je ne pensais jamais, quand j'étais jeune, qu'on pouvait vivre aussi longtemps. Je me dis, hey, 77, c'est quand même, c'était vieux dans le temps. Mais et maintenant, tu ne trouves pas ça vieux? Non, je trouve que je suis très jeune. J'ai envie de faire plein de choses, puis de voyager, de connaître. Puis j'ai hâte qu'on puisse revenir voir l'Hexagone. Puis que je trouve que c'est avec toutes ces mers, là, je trouve un pays qui est magnifique avec toutes ces plages, toute cette beauté, la Bretagne, la Provence, la Normandie. Puis ça m'a beaucoup touché aussi aller au Mont-Saint-Michel, puis de voir ces belles plantes qui sont tout autour, là, c'est magnifique le lieu là-bas aussi. Mais c'est de voir toute cette beauté, puis de se connecter à nous, de connecter aussi à notre environnement, puis de remercier tous ces êtres qui ont bâti tout ça, puis de continuer à bâtir et non pas, comme je te dis, à ignorer toute cette belle énergie qui est là. Voilà, Michael, ou l'éloge de l'émerveillement. Oui, oui, c'est vrai ça. Oui, ça m'émerveille, oui. C'est une merveille. Que la mer qui veille. Oui, c'est très important de faire tout ça. Merci pour tous. Merci à chacun pour leur présence et puis tout ce que vous faites. Et je suis très reconnaissant aussi, vraiment, Abel, que tu aies organisé ce beau sommet, là, de pouvoir partager et puis de pouvoir avoir accès à ces documents. Et je souhaite vraiment qu'avec ton nouvel ordinateur, que ça va être disponible pendant longtemps, qu'on puisse avoir accès. Mais, tu sais, le sommet s'est mis en œuvre. Puis je savais, ça s'est fait comme ça, quoi. Hein. C'est la magie de la vie. Et du coup, il y a des grandes chances que ça se passe pas comme j'imagine. De toute façon, ça se passe jamais comme on imagine. Mais vous serez tenu au courant parce qu'il va y avoir il va se passer des choses. Je sais pas exactement quoi, mais ça va prendre des chemins différents que ce qu'on imaginait.
Et donc, vous serez tenu au courant. Et c'est vrai que ça touche énormément de gens, la richesse de ce qui est partagé là depuis une semaine, depuis 10 jours. Ça touche énormément de gens. C'est très, très riche. Oui. Ces 10 jours, c'est vraiment magnifique. Et merci, Michael, de participer à cette richesse, de nous amener toute ta richesse aussi. Oh, oui, mais ça fait vraiment, ça se multiplie. Ce qu'on donne se multiplie. C'est ça que j'ai réalisé. Et je vois que aussi une des choses que je trouve importante, c'est comment quand on donne, par exemple, à 2 personnes quelque chose, puis que je demande à chacun de donner à 2, comment ça se multiplie d'une façon incroyable. Je demandais combien pour arriver à toute la population de la Terre, à 8 milliards, combien de niveaux? Si je dis 2, ça fait 2, 4, 8, 16, 32. OK, ça fait 5. Mais pour arriver à 8 milliards, je demande aux gens combien vous pensez de niveaux comme ça. Puis, et alors? À 1000, puis j'ai dit non, c'est à 33, on est déjà à 8 milliards. C'est incroyable. C'est incroyable, oui. Oui. Je suis sûr que la plupart des gens ne réalisent pas ça, quoi. Oui, mais c'est ça, c'est comme plus je donne, j'ai pas besoin de donner à 8 milliards, je fais donner à 2 en leur demandant à chacun de le transmettre à 2 et de faire la même chose, de demander la même chose. Et quand j'arrive comme ça… En 33 générations, ça fait 8 milliards. Oui, en 33. Parce que ça fait 32, 64, 125, 250, 500, 1000. J'arrive à 1000 là. Mais si je mets 2000 ici, j'arrive à 1 million. Si je mets 2 millions ici, j'arrive à 1 milliard. 2 milliards, 4 milliards, 8 milliards. À 33 niveaux. Et c'est comment ça se multiplie. Et c'est inimaginable la vitesse avec laquelle ça peut transmettre. Donc, si je fais la même chose sur la planète, de transmettre cet amour, de transmettre cette belle énergie d'amour, et je demande qu'elle soit retransmise, et puis ça fait c'est multiplié, c'est vraiment incroyable. Et notre esprit n'est pas encore prêt à recevoir tout ça, donc il faut y aller avec le cœur. Et comme il disait, comme le Petit Prince, c'est ça, François Saint-Exupéry, quand j'étais en Égypte, j'étais fasciné par les romans de Saint-Exupéry. Et je remercie vraiment la vie de m'avoir mis sur ce chemin et de nous avoir permis de cette belle rencontre avec toi, avec tous les êtres qui nous ont écoutés, qui vont nous écouter. Et quelle belle conclusion que cette histoire de multiplication, c'est magnifique. Oui. Je te remercie énormément, Michael, d'avoir été parmi nous. Merci à vous. Et puis, on va accueillir Dan Millman.